Vous êtes juif? Oui. C'est pas grave, moi aussi. Nous interrompons un instant notre programme pour diffuser un bulletin d'information spécial. Ethiopia, abstain. France, yes. Greece, no. Il est toujours comme ça? C'est son côté agaçant, il faut qu'il parle. Je suis sûre que vous serez séduit quand vous le connaîtrez mieux. Ça change tout. Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce magazine que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, ça s'appelle Ça change tout. En cabine de diffusion, Olivier Lovero, El Maestro, Xavier Nataf derrière le micro rouge pour vous saluer, vous accompagner pour ce magazine dont le sommaire est assez chargé et passionnant. Dans quelques minutes, nous recevrons dans les studios André Sebag, responsable de l'association Soroka, qui propose un marché de Pessar bien pratique quand on a à préparer les sédarim et les repas de fête. Une correspondance avec Steve Kriev, secrétaire de rédaction du journal L'Arche. En ce moment, ça dérape un peu ce matin. Le journal L'Arche, donc, le magazine du judaïsme français. Et puis, la semaine dernière avait lieu l'avant-première à Marseille du film 24 jours, le film sur l'affaire Halimi, un magnifique film signé Alexandre Arcadi. Il s'est ouvert au micro de Ça change tout. Allez, nous sommes ensemble pour 1 heure, ça commence à peine et c'est déjà la musique. Musique bien réjouissante, décidément aujourd'hui ça ne marche pas, de Henri Mancini. Bonjour André Sebag. Bonjour.
Vous faites partie de la valeureuse équipe de Soroka Marseille, cette effet, oui. équipe qui collecte pour l'hôpital Soroka en Israël et en particulier pour le pavillon des enfants malades. Depuis plusieurs années, vous êtes sur le terrain tout au long de l'année à proposer des actions qui intéressent et qui permettent de gagner un peu d'argent à envoyer en Israël. C'est le but recherché d'ailleurs. Et pour Pessar, alors il se trouve que comme chaque année, nous avons un donateur qui nous offre un camion de fruits et légumes de première qualité et que nous mettons à la disposition de tous les co-religionnaires pour les fêtes de Pessah. Cette vente se passera comme chaque année à la synagogue Yavne, dans la cour de la synagogue. Bon, nous serons présents donc du mercredi 9 au jeudi 10, de 9h à 18h, les 2 jours. Vous transformez la cour de la synagogue Yavne en marché de Pessah. Absolument. C'est sympa, il y a de la verdure, oui, mais ça, il y a des tas de choses à acheter, des produits magnifiques. Il faut remercier le président de la synagogue qui, comme chaque année, nous donne cette possibilité parce qu'il serait très difficile de vendre des légumes ailleurs, sinon sur la place publique. Alors vous transformez en forain le temps de cette bonne action puisque ça marche pour tout le monde. Non seulement donc chacun va acheter des fruits d'excellents et des légumes d'excellente qualité à des prix très compétitifs. Défiant toute concurrence. L'argent gagné, puisque c'est offert par ce commerçant magnifique, c'est de l'argent du coup qui part pour cet hôpital Soroka. Absolument, en totalité pour d'ailleurs toutes nos activités. Toutes les rentrées que nous avons dans ces 2 manifestations vont au profit de l'hôpital. Donc l'hôpital, je ne sais pas si vous savez, nous envoie chaque année une liste de matériel dont ils ont besoin. Et dès l'instant où nous obtenons une somme qui permet d'acquérir un matériel, nous débloquons la somme et ils font l'acquisition de ce matériel. Et à l'heure actuelle, l'hôpital nous demande du matériel pour l'oncologie. C'est surtout pour le cancer des enfants. Donc il y a une demande folle en ce moment et nous souhaitons que tous les co-religionnaires soient présents pour nous aider à répondre à cet hôpital. Rappelons que l'hôpital Soroka est un hôpital formidable. Il est basé à Beersheva, mais en fait, il couvre vraiment la moitié sud d'Israël. 60% du territoire. Il soigne vraiment toutes les populations, dans cette, évidemment les Israéliens, les Arabes israéliens, les Bédouins, vraiment tout le monde, et Dieu sait si cet endroit d'Israël est souvent attaqué. Ils sont spécialisés dans les grands brûlés, ils ont une renommée internationale. Gaza qui est à proximité, donc on a de temps en temps des Scuds qui viennent, qui débarquent, et malheureusement les blessés sont soignés chez nous à Soroka. Et depuis une vingtaine d'années, j'exagère, quinzaine d'années, je sais pas. Depuis 1994, nous sommes là, ça fait 20 ans. Voilà, depuis 20 ans, vous avez pris en affection cet hôpital formidable. Et je crois que c'est réciproque parce que il vous aime beaucoup. C'est normal, je crois. Et au-delà donc d'envoyer de l'argent, vous vous intéressez tout au long de l'année. Il faut savoir quand même que nous sommes les seuls sur le plan national. La ville de Marseille a aidé cet hôpital. Qui a vraiment un rôle essentiel. Reconnaître aussi que nous avons une équipe vraiment de bénévoles. Ce sont des femmes qui se tuent au travail pour essayer d'obtenir le maximum et donner satisfaction à tous nos adhérents dans nos repas, dans nos sorties, dans tout ce que nous pouvons faire comme activité. Vraiment, elles se dépensent et je dis chapeau à toutes ces dames. Alors André Sebag, pendant qu'on est tous les deux et que personne n'écoute, vous êtes un homme heureux parce que vous n'êtes entouré quasiment que de femmes. Je n'ai que des femmes autour de moi, je suis le seul homme. Malheureusement, le seul qui est avec moi, c'est Robert Haddad, le mari de Paulette, la présidente. Bon, malheureusement, la vie veut... Une petite pensée émue pour lui, en tout cas. Absolument, surtout que c'est le jour de son décès. Donc, une pensée à Paulette. À Paulette, à ses enfants et effectivement à toute cette équipe formidable qui se mobilise sur l'hôpital Soroka. Donc ce marché de Pessar aura lieu. Donc on le dit pour que vous preniez justement à l'avance et que vous sachiez que là-bas vous allez pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour préparer non seulement les sédarim mais 8 jours de nourriture pour les fêtes, recevoir et être accueillis. Donc c'est mercredi 9 et jeudi 10, c'est de 9h à 18h, ça laisse une grande plage horaire. C'est au centre communautaire Yavne, au 48 boulevard Barry dans le 13e arrondissement.
la pratique, c'est que chacun aille sur place, évidemment, choisir ses légumes et remplisse son panier et fasse en plus un devoir, j'allais dire, citoyen. Citoyen, absolument. Si vraiment, d'aventure, des gens avaient des difficultés. Des besoins, les gens qui ne pourraient pas se déplacer, là, à ce moment-là, nous chargeons de la livraison. Bon, bah voilà, hein, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas acheter ces légumes. Des renseignements, nous faisons donc ce marché le 9 et le 10, donc mercredi, jeudi, parce que c'est suivi du Shabbat. Et dimanche, ça serait un peu trop tard pour les gens qui veulent, pour les dames qui veulent préparer leur plat pour la veille du Seder. Mais vous savez qu'il y a aussi des hommes qui préparent le Sedarim, hein, il n'y a pas que les femmes. Hein. Ah oui, ben ça. Heureusement d'ailleurs pour les femmes. Est-ce que vous voulez bien donner des numéros de téléphone et des contacts, s'il vous plaît? Alors, pour le meilleur contact, je n'ai pas malheureusement sur moi. 04 91 49 38 14. 04 91 49 38 14. Numéro de téléphone qui centralise l'ensemble des commandes. Mais il vaut mieux que je vous donne mon numéro de portable. Ah, très bien. Je serai sur place, donc vous pourrez me joindre. Et en cas de besoin, vous demandez le 06 16 31 63 52. Voilà comment il a plein de femmes autour de lui. À votre disposition. Son 06 quand on veut. Merci André Sebag et bravo pour tout ce que vous faites avec cette magnifique association Soroka qu'on aime beaucoup au Fonds social de Finition. Merci, j'espère qu'ils seront nombreux à être présents à cette vente de légumes. 9 et 10 avril au centre Yavne, c'est le marché de Pessard. Vous avez vu Salomon, ils ont des voitures maintenant. Ils ont des Rolls blanches, les noirs. En tout cas, c'est pas monsieur que ça risquerait d'arriver. Quoi donc? Que mademoiselle épouse un noir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, raciste? Salomon, raciste? Enfin, Dieu merci, Antoinette épouse un Français bien blanc. Bien blanc. Il est même un peu palo, tu trouvez pas? Avec ce petit bouton. Et son cheveu sur la langue. Il a un cheveu, mais il est riche. Riche comme moi, et catholique comme tout le monde. Pas comme tout le monde, monsieur. Parce que moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Oh! Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin? Mais il n'est pas juif. Bah si. Mais pas de votre famille? Si. Écoutez, ça fait rien, je vous garde quand même. You are the one for me, formidable. You are my love, very véritable. Je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, formidable. You are the one for me, formidable. But how can you see me, similable? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire, chérie, pour te plaire, dans la langue de Molière. Toi, tes yeux, ton nez, ta bouche, adorable. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, love you. Darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Steve Kriaf, bonjour. Bonjour Xavier. Vous êtes secrétaire de rédaction du journal L'Arche, le magazine du judaïsme français. Le nouveau numéro vient de sortir en ce début de printemps. C'est quoi la couverture ? C'est avoir 20 ans. On s'est posé de nombreuses questions sur quelles sont les attentes, les espoirs, les angoisses de la jeunesse, à la fois en France et également en Israël, au Canada, en Russie et même à Kiev. Donc, quelles sont leurs différences, leurs points communs, leur rapport au judaïsme, leur regard par rapport à Israël, par rapport aux questions de société. On a voulu en savoir plus et mener de grandes enquêtes sur ce sujet. Alors ça, c'est un dossier de fond qui court une bonne partie du magazine. Essayez de comprendre vers quel monde on va. Oui, tout à fait. Donc avec un grand entretien avec Dominique Schnapper, qui s'est largement consacré à cette question, également des enquêtes donc de Philippe Schricky, de rencontres par exemple avec un projet étonnant qui est la Moshe House aux États-Unis, qui se développe à travers le monde. Donc c'était connaître les différents aspects, essayer de dépasser justement les clichés par rapport aux gens qui ont 20 ans, aux étudiants, aux gens qui vont entrer dans la vie active, quels sont leurs espoirs, leurs attentes. Toujours dans ce magazine, un beau et joli dossier sur un sujet d'actualité lié à la culture, la magnifique exposition consacrée à Marcel Gottlieb, le grand dessinateur de bande dessinée. Oui, alors c'est vraiment quelqu'un qui a marqué son domaine et pas seulement. De nombreux artistes, humoristes, que ce soit les inconnus, les nuls, toute la bande Canal+, se sont inspirés de son œuvre. Donc Marcel Gottlieb, qui est toujours très discret, très humble, mais dont l'influence continue d'être très grande. Il nous a accordé un entretien pour parler donc de son travail, de sa relation à son judaïsme, et également donc de l'œuvre qui est exposée actuellement au MAJ. Oui, il est enfant caché et au fond, ça a en filigrane influencé toute son œuvre. Oui, bien sûr, il en parle donc dans certaines de ses bandes dessinées, notamment lorsqu'il était donc enfant caché dans cette ferme et d'une manière très très poétique, mais très forte. Il parle justement de cette relation. La seule personne qui peut vraiment parler de ça est une chèvre. C'était assez mignon comment il en parle. Et c'est vrai que pour lui, ce sont des sujets difficiles et c'est quelqu'un qui a surmonté justement les douleurs de la vie en s'attaquant à tout ce qui était sacré, tout ce qui devait mettre des barrières entre les gens, tout ce qui ne permettait pas aux simples personnes que nous sommes de vivre normalement et d'avoir nos espoirs, nos attentes aussi, donc pas seulement pour les jeunes. Et il aborde aussi la relation qu'il avait avec René Goscinny, deux juifs au fond qui ont influencé de façon extraordinaire la bande dessinée des années 70, 80, 90. Oui, à travers leur aventure dans Pilote, parce que Goscinny, qui est connu surtout pour Astérix, et le petit Nicolas est aussi quelqu'un qui est derrière Is No Good, derrière la revue Pilote, qui a eu le courage et l'audace de réunir autour de lui non seulement des grands noms, mais des grands noms en devenir, une armée de jeunes auteurs qui, après, sont illustrés par leur propre bande dessinée à eux. Il a donné donc cette chance à Marcel Gottlieb de travailler sur les dingos dossiers auprès de lui. Et c'est pour cela que Marcel Gottlieb le considère comme vraiment un deuxième père, une grande influence, comme l'a été aussi le magazine Mad aux États-Unis. Impossible, évidemment, d'aborder tous les sujets que vous abordez dans ce nouveau magazine d'avril, mai, juin de l'Arche. 130 pages consacrées à Israël, à toutes les formes de judaïsme, évidemment à la culture. Vous faites une part belle à la littérature, au cinéma, aux expositions. Oui, nous avons une très belle rencontre avec donc la fille d'Amos Oz qui publie avec lui, Fania Oz Salzberger, qui publie avec lui donc un livre et qui parle du rapport entre judaïsme et laïcité aujourd'hui, comment on peut donc se définir à la fois comme juif et laïque. Une jeune auteure de bande dessinée, Ruth Modan, qui a eu le très beau succès que l'on sait à Angoulême, et la saison du printemps qui annonce donc les festivals des cinémas israéliens, que ce soit Paris, Marseille, Lyon. Donc on essaie donc d'en savoir un petit peu plus. Ouais, un article consacré à Israël sur la Cannes Bière, festival du film israélien de notre belle région. Merci d'ailleurs de ce clin d'œil. L'Arche, ça s'achète par abonnement. À Marseille, on ne le trouve pas distribué. Et il est également sur le net.
Oui, sur notre site l'archemag.fr, vous pouvez vous abonner en ligne, donc en quelques clics, de venir avoir votre abonnement et connaître donc l'actualité culturelle et politique du judaïsme français. Merci Steve Krief et bravo pour ce journal toujours plus intéressant. Merci Xavier, à bientôt. À bientôt. Simon! Vous dérangez pas pour moi les enfants. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te souffre pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Mais où c'est que je peux te le raconter alors? Ce matin, je me suis présentée chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus qu'il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios? Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que je suis encore ta propre mère. Et tu pourrais recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. Au revoir, Étienne. Au revoir ou adieu. Adieu, Bouli. Je n'ai même pas demandé des nouvelles. Mais où tu vas? Où est pas? T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras le thème. Bézi et son orchestre dans Ça change tout, l'émission du Fonds social juif unifié. Si comme chaque semaine vous vous posez la question de savoir quelle est la programmation musicale, vous pourrez la retrouver puisque cette émission est podcastable, réécoutable tout au long de la semaine en allant sur la page Facebook de Ça change tout, l'émission. Et puis vous pouvez également la retrouver sur la chaîne YouTube que nous avons créée spécialement pour vous. Vous y retrouverez aussi les renseignements pratiques de tous les invités que nous recevons. Encore une petite musique et puis on retrouvera les informations. Venez donc chez moi, je vous invite. Il y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À 2 pas du ciel toujours bleu, je tendrai chez moi
votre visite là-haut sous les toits, dans mon logis. Tous les jours je reçois. Venez, venez vite, c'est gentil chez moi. Venez-y. À la porte tous les ennuis, nous serons heureux. Dans mon 6e, il y a place pour deux. Dans mon logis, on comptera les fois où nous dirons je t'aime et tout bien chez moi. Restons-y. La voix mutine de Blossom Derry dans Ça change tout, une émission que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. On fait une petite pause pour écouter les titres des informations et on se retrouve en deuxième partie pour comprendre ce qu'Alexandre Arcadi a voulu faire avec son magnifique film 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Merci Pierre pour les titres de ces informations. On vous retrouve un petit peu plus tard sur l'antenne et notamment dans votre entretien avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Deuxième partie de Ça change tout. Au sommaire, nous retrouverons l'interview que nous avons faite d'Alexandre Arcadi qui s'est prêté au jeu des questions de Ça change tout à l'occasion de sa venue pour l'avant-première du film 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan Halimi. Un film formidable, un film exceptionnel. Et aussi un film nécessaire à voir, nous en parlerons avec lui. הספסלים הירוקים לדעתנו לפחות לעודד את כל האהבות הראשונות האוהבים המתנשקים על הספסל 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך האוהבים המתנשקים על הספסל 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 מצייצים בקול חמוד כל כך המון אני אוהב אותך
מתנשקים בשקט על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך, האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצייצים בקול חמוד כל כך, המון אני אוהב אותו. משלחים ברחוב חיצים של רעל לעברם, אך בסתר לבבם היו גם הם רוצים לשבת בלי בושה ולדמות שאיש עוד לא עשה את זה כמותם. האוהבים המתנשקים בשקט על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך, האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 מצייצים בקול חמוד כל כך, המון אני אוהב אותה. חודשים עוד יחלפו וחלומות האש יהיו לרמץ קל, על שמיהם יאיב ענן כבד ומבושל, אז שניהם היטב ידעו בלב עצב כי כאן על הספסל ספסלו בצוותא את מיטב אהבתם. האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצפצפים על מבטי העוברים בדרך, האוהבים המתנשקים על הספסל, 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 ומצייצים בקול חמוד כל כך, המון אני אוהב אותה. Magnifique interprétation des bancs publics de Georges Brassens en hébreu par la jolie voix de l'israélienne Yael Naïm. Ce samedi soir au cinéma Le Prado qui nous accueille toujours avec beaucoup de bienveillance avait lieu l'avant-première du film 24 jours la vérité sur l'affaire Ilan Halimi avec donc Alexandre Arcadi, le réalisateur de ce film, son 16e film, et en présence de l'acteur Pascal Elbé qui fait une prestation formidable, ainsi que Zabou Bretman d'ailleurs qui joue Ruth Halimi, la maman de Ilan Halimi qui, vous le savez, a été assassiné il y a 6 ans déjà. Une avant-première donc très touchante avec près de 500 personnes, une qualité d'écoute, d'émotion, mais aussi de questions dans la salle assez remarquable. Un événement de Judaï Ciné, donc l'agence cinéma du Fonds social juif unifié. Un film qui sortira à la toute fin du mois d'avril sur nos écrans en France. En attendant, nous avons demandé à Alexandre Arcadi ce qui l'a motivé et amené à faire ce film. Dès 2006, au moment où s'est passé ce drame absolument inouï qui a traumatisé la population dans son ensemble, parce que bon, il faut remettre les choses en perspective. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un jeune Français juif est assassiné parce qu'il était juif. Donc c'est vraiment un traumatisme qui marque.
À vrai dire, j'ai voulu porter témoignage très très vite parce que mon rôle de cinéaste et de citoyen, si je puis dire, c'est d'être à l'écoute et d'apporter une petite pierre comme ça à l'édifice de la conscience, de la réflexion, de la prise de conscience. Mais j'avais pas vraiment, je ne trouvais pas vraiment le chemin pour y arriver. Et pour moi, il n'était pas question de filmer du côté des barbares. Parce que nous avons une fâcheuse tendance en France à mieux connaître les barbares et les bourreaux que les victimes. Et avant de faire le film, j'ai même interrogé comme ça des jeunes de la génération plus jeune en leur demandant s'ils savaient qui était Ilan Halimi. Beaucoup d'entre eux me regardaient avec des yeux ronds, sans savoir, alors que quand on évoque Youssouf Fofana, Mohamed Merah ou le gang des barbares, là, ça évoque des choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui compte dans cette prise de conscience. Et puis, Ruth Halimi et Émilie Frèche ont fait paraître un récit, 24 jours. Et quand j'ai lu ce récit, pour moi c'était clair. Il fallait que je fasse un film en suivant le chemin que m'indiquait la maman. C'est-à-dire que ce livre raconte 24 jours d'enfer, évidemment d'Ilan, mais qu'on voit peu puisqu'on est du côté de la famille, du côté de l'enquête, du côté de cette mère qui va vivre ce martyre d'une façon digne, avec force, avec clairvoyance, puisque c'est elle qui, dès le départ, comprend qu'il y a un caractère antisémite dans cette affaire, ce que la police n'admet pas. Et ce livre était important parce que ça a été non seulement le déclencheur, mais une façon d'orienter le film et de lui donner à la fois sa consistance, son ampleur, sa force. Et c'est la raison pour laquelle le film est un film choc. Un film choc, mais il faut être très vigilant sur ce qu'on dit, dans le sens où il ne faut pas avoir peur de ce film. La violence est suggérée. Et il y a des réticences comme ça que peuvent avoir le public en se disant « Oh là là, le martyr d'Ilan, ça ne va pas être supportable ». Moi, je leur propose un film qui est une orientation très précise, d'être du côté de la famille, du côté de la police, monté et construit comme un film policier. Et moi, j'ai pas peur des mots. C'est un film policier avec cette dimension humaine et catastrophique de ce meurtre antisémite. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu, faire ce film, et 2, porter témoignage et laisser une trace qui va perdurer sur ce jeune garçon qui a été lâchement assassiné, alors que rien ne le prédisposait à se retrouver dans les griffes de gens de cette sorte. Donc vous menez le récit du point de vue de la mère Ruth Halimi, vous appuyez sur son récit. Est-ce que vous avez travaillé avec elle pour le film ? Je l'ai rencontrée. J'ai travaillé avec Émilie Frèche qui a co-écrit avec elle le livre, et Antoine Lacomblaise. Et nous avons été très très fidèles à l'enquête, à l'histoire. Je n'ai pris aucune liberté. Ce que je raconte, c'est l'exacte vérité. Et il y a des vérités qui sont racontées dans le film qui vont étonner énormément le spectateur, parce que pour certains qui connaissent l'affaire ou pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, vont être déroutés par une action policière et une enquête qui malheureusement va quelquefois aboutir, sans vouloir dévoiler les choses, mais à des situations absolument incroyables. J'ai pas envie d'accabler la police parce que pendant 24 jours, ils ont été 24 heures sur 24 sur l'affaire. Il y a eu 400 policiers qui ont été mobilisés, mais ils ont appréhendé le sujet, ils ont appréhendé l'enquête d'une manière qui n'était peut-être pas la bonne, et qui n'était sûrement pas la bonne puisqu'elle a échoué. Elle a échoué parce qu'ils ont cru qu'ils avaient affaire à de vrais truands alors que c'était des bras cassés. Parce que pour eux, dans cette perspective de truand, c'est-à-dire que l'otage est une monnaie d'échange, donc on n'y touche pas.
et ils n'ont pas compris qu'ils avaient affaire à des écervelés barbares. Et cette dimension qu'ils n'ont pas appréhendée pour de multiples raisons. Pas l'habitude d'enlèvement. C'est vrai qu'en France, on n'a pas de la culture de l'enlèvement, contrairement à l'Italie, le Mexique, bon, heureusement, mais il n'y a pas cette culture de l'enlèvement. 2, il faut quand même savoir qu'il y a quand même un consensus, jusqu'à il y a quelque temps, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Et on l'a vu avec le désastre qu'a provoqué ce pseudo-humoriste pendant des années sur la toile, au prétexte de « faut pas faire de vagues, n'en parlons pas, on l'a laissé faire », il a pourri les esprits, il a perverti des esprits, et comme disait Julien Drey, très justement, dans cette affaire Ilan Halimi, Dieudonné l'a rêvé, Fofana l'a fait. Voilà la conséquence d'une telle dérive. Et donc la police, dans ce même esprit, ne voulant pas mettre d'huile sur le feu, ne voulant pas se retrouver dans un même sas que les politiques ont rencontré avec la fille du RER, qui a été un effet dévastateur, la fille du RER qui a prétexté une agression antisémite, et ça n'était pas le cas. Il faut se souvenir que jusqu'au président de la République, Jacques Chirac, tout le monde s'est engouffré dans cette brèche et ils se sont retrouvés assez mal. Et puis 2005, 6 mois avant, les émeutes des banlieues, là aussi, ne pas stigmatiser, ne pas provoquer, voilà. Donc tout ça mélangé fait que l'enquête a été menée d'une certaine manière. Et puis d'un autre côté, si on veut véritablement se poser la question, à un moment donné dans le film, Ruth Halimi reproche à son mari qu'on ne dise pas partout qu'Ilan a été enlevé, et Didier répond très simplement: si on dévoile l'affaire et s'il était tué à cause de ça, comment on pourrait vivre avant? Voilà le dilemme, parce que nous sommes en République, que cette famille française a été voir la police, a fait confiance à la police et s'est retrouvée dans un système qui est notre système. Et il faut respecter effectivement la police comme on est quand on est à l'hôpital entre les mains des médecins. Il faut faire confiance. Voilà la situation. Je m'appelle Ruth Halimi, j'ai 3 enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi ce qui se passe! Quoi, Ilan? Quoi? Il est arrivé quoi? Il a quoi? Il a été enlevé. Enlevé? Comment ça? Je comprends pas. Si j'avais voulu faire un reportage, j'aurais fait un reportage sur cette affaire. Et moi c'est pas mon métier, moi je fais du cinéma, donc vous savez la différence qu'il y a entre le reportage et la fiction. Il y a un chemin qui est très très court. Le reportage fait appel à notre intelligence, à notre cerveau, quoi. Et la fiction fait appel au sentiment, c'est-à-dire qu'on passe du cerveau au cœur. Et ce film passe par le cœur, passe par l'émotion. Et cette émotion, elle est palpable parce que ce film invite les spectateurs à être proches de la famille Halimi, qui a été choisie par hasard, pour son appartenance, par bêtise, et on se retrouve pendant la durée du film à côté d'eux, dans cette famille. On est cousins, on est frères, on est avec cette famille, avec la police aussi confrontée au problème, et on va découvrir ce que la bêtise, ce que l'ignoble, ce que l'antisémitisme, ce que le racisme peut provoquer. Et c'est ça c'est ce qui est le plus important dans ce film, c'est d'inviter les spectateurs à revivre cette histoire, à la revivre dans l'émotion. Il ne faut pas avoir peur, parce qu'il y a certains films, vous savez, quand on va voir Schindler's List, on se dit pas, c'est pas une comédie, donc on sait ce qu'on va voir. Quand on va voir le film sur les esclaves, là dernièrement, dont le titre m'échappe, on sait ce qu'on va voir. On va voir une explication ou une page sur l'esclavagisme. Là, on va revoir l'histoire d'Ilan Halimi. Et avant-hier, j'étais à Perpignan.
il y a un spectateur qui a pris la parole après le film et il m'a dit cette chose inouïe, il m'a dit j'ai honte. Voilà, j'ai honte d'avoir oublié Ilan. Je l'avais oublié complètement. Et ce film nous permet de le remettre en perspective, de le remettre en mémoire. Et la phrase de Rutalini qui est dans le film et qui a toute son importance au vu du film, que sa mort serve à donner l'alerte. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai, bien trop vrai. Quand on propose aux spectateurs un film comme celui-là, il y a une forme vraisemblablement de réticence. C'est d'abord et avant tout un film, qu'on y sort avec l'émotion que vous avez constatée, que vous avez vue, que vous avez perçue, et qu'il faut, découvrir ce film pour pouvoir, ne serait-ce que en parler entre soi, et puis faire en sorte que ce garçon de 23 ans, comme ça, soit d'une certaine manière honoré. Je veux dire. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Sur votre travail de cinéaste et dans la direction d'acteur, ce qui frappe, c'est le travail que vous avez fait d'un côté avec Pascal Elbé, Zabou Bretman, les parents, un travail en demi-teinte, un travail justement où leurs personnages sont dans la retenue, et en même temps, vous avez travaillé sur un personnage de Fofana complètement fou. Et encore, je lui ai pas... évidemment, j'ai été dans la mesure, et pas dans la démesure avec lui, puisque j'ai pas voulu montrer ces 4 voyages. Il a été 4 fois il a fait 4 voyages à Abidjan pendant ces 24 jours. Donc j'ai pas montré cette espèce de folie comme ça du voyage où la police des frontières n'a même pas été prévenue. Voilà. Mais il était nécessaire qu'il existe. Alors c'est la raison pour laquelle il n'existe pas, quasiment pas pendant la moitié du film. C'est une voix, une silhouette, et puis à un moment donné, il est là. Il faut montrer cette face, la face de l'ignoble. Et l'acteur qui interprète ce rôle l'a pris à bras-le-corps avec beaucoup de conscience. Et Tony Harrison, qui est incroyable dans le film, quand je l'ai rencontré la première fois, il m'a dit « Moi, je vais le faire parce que d'abord, je suis acteur. Et puis, j'ai aucun problème dans ma tête. Donc, ça va très, très bien. Donc, il n'y aura pas de... je ne suis pas imperméable. Je ne suis pas perméable, plutôt. Je suis imperméable. » Et voilà, donc on a un personnage qui est vociférant, qui harcèle Didier Halimi, pratiquement 700 coups de fil, ça c'est la réalité, c'est la réalité de ces 24 jours. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'APA. Ah, Emma! Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô? On veut 450 et on les veut tout de suite. L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent. Non, madame, en France, on ne paye pas. C'est un principe, sinon on aurait des enlèvements tous les jours, vous comprenez? Allô? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris. Il y a qui là-bas? Personne. Quoi? Il a jamais été 2 fois dans le même cyber. Je peux pas être partout, bordel! À chaque fois qu'ils te demandent de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça, je le sens. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a écrit un juif a été enlevé. Il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire. Il faut faire tout ce qu'ils disent. Oui. Tais-toi. Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité? S'il vous plaît, ils vont me tuer. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Maman. Maman, s'il te plaît. Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et je trouve que c'est un soutien moral exceptionnel. Ça indique beaucoup la force du film. La deuxième chose, c'est qu'on a le soutien du ministère de l'Éducation nationale.
C'est-à-dire qu'on va faire tout un travail avec l'éducation nationale sur les lycéens de seconde, première et terminale. Alors, ça c'est dans un deuxième temps, puisque tout un travail. Mais au fond, quand on fait un film comme Schindler's List, ça a été un film qui a été incroyablement positif dans la révélation qu'avait toute une génération de leur ignorance de cette page de l'histoire. Quand on fait un film comme Ilan, c'est vrai que c'est important qu'on puisse passer le relais à des jeunes générations qui n'ont pas connu cette affaire parce qu'ils sont trop jeunes. Moi j'ai une expérience qui a été assez extraordinaire. C'était à Nantes. Il y a une classe entière d'une cinquantaine de lycéens qui sont venus voir le film et j'ai fait une discussion avec eux. C'était hallucinant. Ils ont été évidemment touchés, émus. Les filles étaient avec leurs mouchoirs, enfin bon. Et puis, ils ont eu cette attitude incroyable de dire « Mais comment c'est possible ? Comment c'est possible que des jeunes du même âge, des Français comme Ilan, puissent traiter Ilan de cette sorte ? Comment c'est possible ?» Et le « comment c'est possible », c'est déjà formidable, le chemin. Le chemin est formidable. Et la dernière chose, c'est que le film est tout public. La commission de contrôle a donné la mention tout public. Voilà ce qui fait que c'est un film choc, c'est un film fort, c'est un film qui provoque des choses à l'intérieur. Et c'est la première fois, moi, qu'un de mes films, c'est mon 16e, la première fois que je vois dans les salles où je vais, j'ai été un peu partout en France, personne ne bouge jusqu'à la fin du générique. Il n'y a pas une personne qui se lève avant que le générique soit terminé. On a besoin de ce sas j'allais dire presque de décompression, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ce temps qui est donné au générique pour pouvoir replonger dans la vie. Et beaucoup de spectateurs viennent me voir en me disant merci. Et en disant merci, ils fouillent dans leur poche en cherchant leur portable pour appeler leurs enfants. Merci à vous, Monsieur Arcadi, pour cet entretien exclusif pour Ça change tout. En tout cas, allez voir 24 jours, la vérité sur l'affaire Halimi. Le film sort le 30 avril sur les écrans en France et en particulier au cinéma Le Prado à Marseille. Un film vraiment magnifique, super bien mené et très émouvant. Fin de Ça change tout, l'émission que vous propose chaque semaine le Fonds social juif unifié et l'appel unifié juif de France. Je vous réinvite à aller réécouter l'émission, voire la podcaster en allant sur la page Facebook Ça change tout, l'émission. Vous y trouverez tous les renseignements utiles des invités que nous avons eus aujourd'hui à l'antenne. Vous pourrez également retrouver l'ensemble de la programmation musicale. Merci à Christine Bartoli qui est la chef du web, celle qui s'occupe justement de mettre tout ça en ligne. Olivier Lovero a assuré comme chaque semaine d'une main de maître la technique. Xavier Nataf était derrière le micro rouge et vous salue bien bas.